effectivement. Bonjour à tous et bienvenue pour le zapping des matinales. Rebonjour, puisque vous nous suivez peut-être depuis 9h. Clément Viktorovitch est là, bonjour. Olivia Grégoire, j'aurais pu commencer par vous. Pardonnez-moi, vous représentez la société Olicard et vous êtes spécialiste de communication politique. Vous allez avec nous décrypter, commenter, analyser et les réactions évidemment sont nombreuses. C'est le zapping des matinales, quoi qu'il arrive. On va commencer par François Bayrou, soutien évidemment de Emmanuel Macron. Il était ce matin sur RTL. On ne se rend pas compte bien, je crois, de ce qui est arrivé hier. C'est-à-dire que un peuple tout entier a choisi de changer le cadre de sa vie démocratique. C'est un grand choix national. Et ce grand choix national concerne non pas des idées politiques, mais la vie de chacun de ceux qui vont voter et qui nous écoutent. C'est drôle d'ailleurs parce qu'on voit beaucoup François Bayrou sur les plateaux depuis hier. Mais lui-même dit qu'on change un cadre, mais lui-même incarne le cadre d'hier et il explique que les Français ont changé un cadre. Donc il pourrait s'appliquer, pourquoi pas cela, et partir. Ça, c'est le gros problème d'Emmanuel Macron. C'est le gros problème d'Emmanuel Macron qui prétend renouveler le cadre de la vie politique et renouveler les visages politiques et qui a derrière lui des hommes politiques qui font carrière depuis 30 ans, au premier rang desquels M. Bayrou, qui effectivement est dans notre vie politique depuis des décennies. Donc là, c'est bien le problème d'Emmanuel Macron, c'est comment peut-il convaincre de ce renouvellement quand il a de tels ténors derrière lui? Il y a deux choses qui m'intéressent dans ce que vient de dire ici François Bayrou. La première, il dit que Emmanuel Macron, c'est une grande victoire parce qu'on va changer le cadre de la vie démocratique. Il a raison de le dire parce qu'effectivement, l'accession d'Emmanuel Macron au second tour fait voler en éclats la bipolarisation qui structurait la vie politique française depuis presque le début de la Ve République. En même temps, on peut apporter une petite nuance parce que si les Français avaient vraiment voulu changer le cadre de leur vie démocratique, il y avait un choix qui était encore beaucoup plus radical, qui était celui de Jean-Luc Mélenchon, qui lui voulait faire élire une assemblée constituante. La deuxième chose, on ne le voit pas passer, mais à un moment donné, ici, François Bayrou dit « Les Français se sont prononcés non pas sur des idées politiques, mais sur la vie de chacun ». Alors on pourrait faire remarquer à François Bayrou que le gouvernement de la vie de chacun, c'est précisément la définition même de la vie politique. Et ici, François Bayrou semble assimiler dans sa phrase le mot politique à l'adjectif politicien. C'est une dévalorisation du concept même de politique, alors que lui-même fait partie de la vie politique, ça me semble contre-productif. Olivier Grégoire. Oui, fort intéressant. J'ai pas énormément de choses à rajouter au plan de la sémantique, c'est plus votre spécialité. Je rajouterais juste que malgré ces difficultés qu'on a d'ailleurs senti dès avant le premier tour avec Emmanuel Macron, en parlant de ces rassemblements autour de lui, de ces ralliements, comment pourrait-il apparaître le chantre d'un renouvellement avec des candidats qui sont pour certains des apparatchiks, il n'en demeure pas moins qu'il est là et qu'il est largement en tête au premier tour, et donc que tout ça ne semble pas, de M. Le Drian à M. Valls, avoir considérablement fait vaciller le vote en faveur d'Emmanuel Macron. Un vote dont on disait aussi qu'il était lourdement indécis. On a beaucoup dit qu'il y avait beaucoup d'indécis dans ces votes. On a ce matin les premiers sondages qui sortent en termes de sociologie des votes. Je suis d'accord avec vous, mais on est plus là sur expliquer et analyser ce qu'ont dit les grands leaders d'opinion. Est-ce que vous diriez que la présence même de François Bayrou contamine le message d'Emmanuel Macron? Je pense pas. Je pense que le message d'Emmanuel Macron était déjà contaminé. Je pense qu'Emmanuel Macron est, depuis le début, positionné au centre droit, là où précisément se situe François Bayrou et là où précisément l'opinion avait envie. Non, mais quand je dis la présence, c'est qu'il incarne effectivement un centrisme modéré. Oui, non, au-delà de ça, il incarne une présence depuis des années au centre de l'échiquier. Mais au même titre, excusez-moi, que Gérard Collomb ou François Patria, qui étaient sur les plateaux hier à défendre Emmanuel Macron en parlant de renouvellement. On les a crus, moi je les ai vus, je veux dire François Patria qui parle de renouvellement. Et effectivement, que Emmanuel Macron ait réussi à convaincre sur le renouvellement de la vie politique ou pas, le fait est qu'il a convaincu les électeurs de voter pour lui, c'est bien que d'une manière ou d'une autre, sa stratégie de communication était efficace. Exactement. Luc Châtel, il était chez Jean-Pierre Elkabbach ce matin, les mots sont forts, c'est un échec cuisant. C'est un échec cuisant. Vous savez, quand on perd, il faut le reconnaître. Pourquoi c'est un échec cuisant? Effectivement, la droite n'est pas présente au deuxième tour. Les deux partis de gouvernement sont absents. L'UMP a été créée en 2002 pour faire barrage au Front National et c'était l'assurance deuxième tour. 15 ans après, le parti qui découle de l'UMP, les Républicains, ne sont pas en deuxième tour. Je pense que notre programme a souffert du fait que nous n'étions pas capables d'expliquer que finalement tout ça, c'était pour améliorer le quotidien des Français. C'était pour que la France revienne dans la course.
Décryptage et commentaires des propos de Luc Châtel, Olivier Grégoire. Il est assez lucide. C'est une déculottée historique pour la droite, effectivement, et c'est pas mal de le dire, je pense. Et c'est ce que fait Luc Châtel ce matin. C'est d'autant plus incompréhensible. Il ne le dit pas, mais on l'entend en creux en communication, que c'était une élection pour la droite qui était imperdable. C'est la défaite du Parti républicain, c'est surtout la défaite d'un homme. Et je pense que c'est, après le bureau politique, ce qu'on va entendre aujourd'hui. François Ça, Fillon, c'est selon vous ce que dit Luc Châtel ou c'est votre analyse? c'est ce que j'entends dans ce que dit Luc Châtel. D'accord. Clément Viktorovitch. Oui, moi je trouve la déclaration de Luc Châtel, je suis tout à fait d'accord avec Olivia, extrêmement cruelle à l'égard de François Fillon. Un échec cuisant. Alors, c'est vrai que souvent, le soir ou le lendemain des élections, on assiste à ce petit exercice qui consiste à dire qu'on a perdu sans dire qu'on a trop perdu. Donc on cherche souvent des euphémismes. Là, c'est pas simplement que Luc Châtel est clair, c'est qu'il est d'une clarté absolument terrible pour François Fillon. Et il y a quelque chose de plus. C'est que ce que l'on attend ce matin, c'est les déclarations, c'est ce qu'a dit d'ailleurs François Fillon hier, c'est « nous avons perdu à cause des affaires qui ont empoisonné la campagne ». Mais c'est pas du tout ce que dit Luc Châtel. Il dit pas du tout que c'est les affaires qui les ont fait perdre. Il dit « nous avons perdu faute de réussir à expliquer notre programme ». Donc ce qu'il est en train de dire, c'est pas juste que ce sont les affaires qui ont empoisonné la campagne de François Fillon, il est en train de dire François Fillon n'a pas su faire bien campagne, il n'a pas su expliquer son projet. C'est pas simplement la défaite d'un homme, si on écoute Luc Châtel, c'est même ici la défaite d'un candidat. Éric Woerth, lui, est peut-être davantage sur les affaires ou retient davantage cet élément pour expliquer la défaite de François Fillon. Il était ce matin, Éric Woerth, l'invité de Radio Classique. Mais les affaires ont été le poison de cette campagne. Voilà, pendant quasiment la fin du mois de janvier jusqu'il y a à peu près une semaine ou 10 jours, nous avons été dans l'impossibilité de faire campagne. François Fillon était dans l'impossibilité de présenter ses arguments, de débattre, de parler du fond et du redressement du pays. Vous le déplorez? Non, je le déplore. Je ne l'accable pas. Enfin, quelle idée d'accabler? L'idée n'est pas d'accabler, l'idée est d'être lucide. Les affaires ont été les poisons de cette campagne, Éric Woerth, Olivier Grégoire. Oui, incontestablement. Et Éric Woerth le dit bien. Ça a absolument empêché la campagne de François Fillon, empêché d'affirmer ses thèmes, empêché d'expliquer son programme. Et comme le disait Clément, c'est assez paradoxal parce que le programme de François Fillon était assez bien connu et compris des Français. On a dit à de nombreuses reprises que les Français avaient voté pour un programme. Ils connaissaient le programme de François Fillon et il perd au premier tour. Ça veut donc dire qu'au-delà de l'homme, il y a aussi un rejet des idées qu'il porte. Je pense que tout ce qu'il portait pendant cette campagne a été violemment rejeté. Je pense qu'il s'attendait à voir tous les ténors de la droite ce matin. Il savait que ce serait sa défaite, il l'avait dit, au cas où on perdrait, ce serait la défaite de la droite. C'est ce qu'on entend ce matin. Est-ce que c'est également une stratégie pour les gens de droite de charger, entre guillemets, Fillon? Et c'est une manière de pouvoir sauver la droite, entre guillemets, toujours, Clément Viktorovitch? Bien sûr, bien sûr. Si cette élection, c'est la défaite d'un homme, alors il suffit de déconnecter François Fillon du Parti républicain et on peut continuer. Si c'est la défaite d'un projet, alors c'est beaucoup plus compliqué puisque c'est le projet qui est sorti de la primaire, c'est 4 millions de votants. Donc il vaut beaucoup mieux dire que c'est la défaite d'un homme. Et c'est ici ce que fait Éric Woerth, c'est effectivement la défense qu'on attendrait. Et quelque chose qu'on ne voit pas passer, qui en termes rhétoriques est intéressant, une petite phrase d'Éric Woerth, on a été dans l'incapacité de faire campagne. Alors ce on a été, c'est une tournure quasi passive. Vous savez, on apprend ça en grammaire à l'école primaire, le chat mange la souris, tournure active, la souris est mangée par le chat, tournure passive. Ce qui est intéressant, c'est que dans une tournure passive, on fait disparaître la responsabilité de celui qui est le sujet de l'action. Donc là, c'est pas François Fillon qui a mal fait campagne, on a été dans l'incapacité de faire campagne, comme si c'était le tonnerre qui leur était tombé dessus, en oubliant que à n'importe quel moment, les Républicains avaient une solution qu'ils n'ont pas voulu ou pas pu saisir, qui était de remplacer leur candidat. On poursuit évidemment ce décryptage ce matin avec beaucoup qui se sont tournés vers le second tour de cette présidentielle. C'est Gérard Collomb qui appelle ainsi un grand rassemblement. Gérard Collomb, il était sur BFM. Aujourd'hui, la France est fractionnée en 3 grandes forces qui, d'une certaine manière, montrent le désarroi de la France. Si vous voulez, je crois qu'il faut effectivement rassembler, il faut des gestes pour rassembler. Des gens qui viennent d'horizons différents, et des gestes seront faits dans les prochaines semaines. J'ai écouté ce que disait, par exemple, hier Alain Juppé sur l'école, sur la reconnaissance du travail, sur la refondation de la protection sociale. Et je me disais que sur des thématiques comme cela, il peut effectivement se construire des majorités de projets et que ce n'est pas une fatalité que d'avoir les uns contre les autres à chaque moment de la vie politique. Explication, Clément Viktorovitch. Il y a une seule expression à retenir,
qui efface toutes les autres, des majorités de projets. Alors en fait, quand Gérard Collomb prononce cette phrase, le sous-texte qui est derrière qu'on n'entend pas, c'est « nous envisageons la défaite aux législatives ». S'il n'envisageait pas la défaite, il n'aurait pas besoin de parler de majorité de projet, il dirait... Et c'est quoi ce mot des majorités de projet? Voilà ce que ça désigne. Oui. Dans la Ve République, depuis le général de Gaulle, tous les présidents ont toujours eu une majorité absolue ou relative. Ou relative, mais confortablement relative à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'ils ont toujours pu, bon an, mal an, faire passer leur texte, quitte à devoir utiliser le 49. Même si Giscard, en 74, on a expliqué qu'une des raisons de ces difficultés, c'est qu'il aurait dû dissoudre, parce que sa majorité était pas aussi claire que ça. Oui, c'est vrai, mais il y avait quand même une assemblée majoritairement de droite. Ça l'a forcé à faire des concessions. Mais il y avait une assemblée majoritairement de droite. C'est vrai aussi pour l'assemblée de Michel Rocard. Donc, et puis, il y a toujours le 49-3. Mais là, ce qu'envisage Gérard Collomb, c'est très différent. C'est de dire, si ça se trouve, il y aura quoi? Un petit tiers de députés En Marche, un tiers de députés de gauche, un tiers de députés de droite, quelques députés Front National. Et donc, nous allons faire des majorités de projets. C'est-à-dire, sur cette loi-là, je fais voter En Marche avec une partie des députés socialistes. Sur cette voie-là... Oh, mais ça, c'est la 4ème République. Mais exactement. Mais c'est exactement ce qu'est en train d'envisager Gérard Collomb. On est déjà en train d'envisager qu'il ne pourrait pas y avoir de majorité absolue et de devoir repasser un système. Donc majorité de projets, c'est-à-dire que selon les projets, il y aura une majorité ou pas. Oui. Ça. Alors, sachant que le mot important de votre phrase, je pense, c'est surtout ou pas. Ou pas. Il décrypte même pas, mes ou en propos même... à moi. Vous vous rendez compte, Clément Victor? Il faut que je fasse attention. Redoutablement clair. Olivia Grégoire. Oui. Olivia, majorité de projets, il a raison, je vais pas répéter ce que vous venez de dire, vous avez totalement raison. Et on l'a senti hier en creux. Tout l'enjeu maintenant, c'est pas tant le second tour. L'enjeu, c'est aujourd'hui les législatives. Sera-t-il... c'est pas rien des législatives, je veux dire. Normalement, c'est géré par des partis, il y a des commissions, il y a des investitures, c'est un processus extrêmement rigoureux. C'est pas rien ce qui attend Emmanuel Macron et son mouvement dans les 3 semaines qui viennent. La majorité de projets, c'est effectivement très 4ème République. J'ajouterais à ça juste que, rappelons-nous, le quinquennat passé. Dans un quinquennat avec une majorité assez claire à l'Assemblée, aucune mesure fondamentale n'a pu passer, puisque le 49-3 était de rigueur. Donc projetons-nous 2 minutes dans une possible majorité de projets qui irait à l'aune des lois à gauche ou à droite. Je ne vois pas comment la France pourrait être gouvernée. Je rappellerai juste aussi historiquement, puisqu'on a parlé de 74, 81. Tout le monde se gaussait d'une majorité parlementaire possible et elle a été réalisée et tenue. Donc, je pense qu'il ne faut pas non plus présager de ce qui va arriver et il est tout à fait aussi avec un possible. PS qui existait fortement, Certes. Alors que là, le mouvement En Marche... Mais ça va être une il va y avoir un très gros renouvellement à l'Assemblée. Oui, mais la question, et on va en parler tout à l'heure entre 10h30 et midi, est-il possible, dans un scrutin où c'est très important de connaître celui pour qui on vote, qui est le scrutin majoritaire à 2 tours en France, des législatives, est-il possible que des personnalités nouvelles que le public, l'électorat ne connaît pas, 577 députés En Marche, soient élus avec uniquement l'affiche En Marche? C'est ça la question qui va être posée à Emmanuel Macron. C'est ça la question qui se posera. Et à l'aune du premier tour, encore une fois, où il arrive en tête, je pense que rien n'est impossible et qu'il n'est pas impossible. Mais vous semblez y croire. Vous semblez y croire, par exemple. Je pense que tout est... Oui, je pense que tout est... C'est-à-dire que le logiciel a changé. Oui, je pense que le logiciel a changé et je pense que comme les Français ont fait passer hier au premier tour un candidat de 39 ans dont il y a 2-3 ans on nous disait c'est juste une rigolade son accession à la présidence, tout est possible et comme le disait un de mes mentors politiques, le pire n'est jamais certain. Donc je veux dire... Beaucoup de gens disent ça, le pire n'est jamais certain. Mais qui était de vos mentors? J'ai beaucoup appris avec des gens comme Xavier Bertrand par exemple qui m'ont beaucoup appris. Bon, vous voulez conclure peut-être, parce que vous allez rester avec nous jusqu'à midi. On a plein de questions, on voulait le débriefer plus longuement, mais on n'aura pas le temps. Un mot sur l'élection législative pour dire que le général de Gaulle est parvenu à faire élire une assemblée de députés qui étaient des nouveaux entrants, des députés godillots sur son seul nom. Mais le nom du général de Gaulle dans les années 60, ça n'est pas le nom d'Emmanuel Macron aujourd'hui. Et les électeurs résisteront-ils à la tentation de jouer la 3e mi-temps pendant les élections législatives, de se venger en ne votant surtout pas pour Macron, mais cette fois-ci pour leur vote de conviction? C'est tout à fait possible. Macron pourra-t-il gouverner? Rien n'est moins sûr. Est-ce que vous diriez que le plus dur commence pour Emmanuel Macron? Alors je dirais que le plus dur commence... Non, je dirais que là, Emmanuel Macron va vivre 2 semaines de grâce. Il va probablement... Ah oui, l'état de grâce maintenant, c'est avant l'élection. Mais je pense... c'est même pas après, c'est avant l'élection. Une fois qu'il est élu, il n'y a plus d'état de grâce. Il va probablement pouvoir faire une belle campagne d'entre-deux tours. Il va probablement... Il faut être très prudent, rien n'est joué encore, mais il va probablement... en tout cas, il aborde le second tour en grande confiance. Mais après, les législatives, ça va être un enjeu, je crois, terrible pour lui. Bon, soyons prudents quand même, parce que cette élection, elle n'est pas finie, et ça sera le mot d'ordre
évidemment de tous les journalistes de France, j'imagine. On va rester ensemble jusqu'à midi. Voyez cette image dans le 7e arrondissement, rue Claire. Il semblerait qu'Emmanuel Macron ne soit pas encore sorti, sauf s'il a pris une porte différente. Mais s'il a choisi de sortir par l'entrée principale de sa résidence dans le 7e arrondissement de Paris, eh bien, il est encore chez lui. Peut-être nous écoute-t-il. Je sais qu'il écoute beaucoup les chaînes d'infos le matin. L'info se poursuit sur CNews. Restez avec nous, parce que l'heure des pros continue jusqu'à midi et Clément Viktorovitch va être là encore pour décrypter d'autres images. À tout de suite.